Alors, d'abord, vous m'avez remercié de venir, mais je considère que c'est à la fois un plaisir et un devoir. Voilà. Donc, ceci étant dit, vous me dites qu'est-ce qui, dans les évolutions du management, peut conduire à ces phénomènes sur lesquels vous travaillez. D'ailleurs, si vous me permettez une petite incidente de citoyen, je vais la faire. Je suis quand même ravi de voir des politiques qui s'intéressent au travail, parce qu'il aura fallu un moment pour ça. Voilà, mais je le regrette profondément. Donc, vous me donnez l'occasion de le dire, je le dis. Voilà. Alors, effectivement, vous avez raison de faire le lien entre management et burn-out, ou ce que d'autres appellent aujourd'hui, puisque c'est à la mode bore-out, ça revient au même, finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, si on essaie brièvement, très brièvement, de faire une rapide histoire du management, il faut comprendre que dans la période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier de 74, enfin ce qu'on a appelé nous les Trente Glorieuses, quoi, grosso modo, mais avec les effets de latence, ça dure jusqu'au début des années 80. On a bâti des organisations. Alors moi, j'emploie organisation au sens sociologique, c'est-à-dire des façons de travailler, pas des structures. Parce que les structures, ça n'a strictement aucune importance dans la vie des organisations. Ce qui a de l'importance, c'est ce que font les gens, c'est la façon dont ils travaillent. Donc on a bâti des façons de travailler, on a bâti des organisations endogènes. Et cette notion d'endogène est importante parce que endogène veut dire des organisations qui sont avant tout tournées vers elles-mêmes et qui ne sont pas tournées vers leurs clients ou vers leur public ou ce que vous voulez. Alors, même si je dois être prudent, ouais, on pourrait dire que le symbole malheureux d'une organisation endogène, je vais balayer devant ma porte puisque j'en viens, c'est l'éducation nationale, hein, puisque ça vous a pas échappé que les profs, plus ils sont qualifiés, moins ils enseignent. Voilà, c'est dans une organisation dont la mission, c'est d'enseigner. Voilà, c'est comme ça, hein. Moi, j'ai commencé comme maître auxiliaire, c'est-à-dire que je faisais, je crois, 22 heures par semaine à l'époque, hein, et j'ai terminé à Paris-Dix-Nanterre comme professeur, comment il s'appelait ça déjà, je ne me souviens plus, avec un équivalent temps plein d'une heure. Voilà. Donc, et j'ai parcouru tout le chemin, et plus je vais progresser, et moins j'ai enseigné. Voilà. Et plus vous progressez en plus, et moins vous enseignez à des cas difficiles. Voilà, c'est-à-dire que faut quand même mieux enseigner les maths en maths spé qu'à la quatrième de transition d'Argenteuil, grosso modo, voilà. Mais si vous êtes agrégé avec de l'expérience, vous irez à Henri IV enseigner les maths en maths spé. Si vous êtes un jeune débutant qui ne connaissait rien, vous irez enseigner les maths à la quatrième d'accueil d'Argenteuil. Voilà, c'est tout le principe de fonctionnement de l'organisation est tourné vers elle-même. Vous pourriez dire la même chose de la police, quoi, grosso modo, hein. Moi, quand je suis à Paris, je suis dans le sixième, je vois toujours quatre policiers dans une voiture qui arrêtent une petite dame dans une Mini Cooper qui téléphone. Voilà, ça, c'est cool, c'est pas dangereux comme expérience, hein. Par contre, envoyer les jeunes flics qui ne connaissent rien et qui débutent dans les zones difficiles, alors ça, c'est un autre type d'exercice. Donc, ça, c'est des organisations endogènes. Ça n'a pas concerné que l'administration publique. Ça a aussi concerné le secteur marchand. Et finalement, c'était des organisations qui étaient extrêmement protectrices. D'ailleurs, si on avait le temps, on serait amené à dire que ces organisations qui étaient en matière de fonctionnement de nature taylorienne étaient extrêmement protectrices. On a beaucoup critiqué le terrorisme, mais la critique est extérieure. Quand on regarde fonctionner les organisations, le terrorisme est totalement protecteur. Il protège essentiellement face aux deux, j'ai presque envie de dire aux deux adversaires que vous rencontrez dans la vie collective de travail. Il vous protège face aux clients, parce que le client est un problème. Il n'y a que dans les bonnes business schools comme l'ISTEAD d'ailleurs, où on raconte que le client c'est joli, c'est bien, c'est fait. C'est pas vrai, c'est un vrai problème le client. Et ça protège face aux autres, c'est-à-dire les collègues, parce que dans ce type d'organisation que moi, sociologue, j'appelle segmenté et séquentiel, hein, segmenté, chacun travaille dans son silo, séquentiel, vous faites votre travail quand celui qui vous précède a fini le sien, eh bien, vous n'avez pas à coopérer avec les autres, hein. La coopération, c'est très difficile. Et quand vous parlez du burn-out, la nécessité impérative de coopérer est une des origines du burn-out, parce que ça vous met en situation de dépendance de tout le monde. Donc ça a pu durer.
très longtemps, et essentiellement dans le secteur marchand, ça a duré tant que les produits étaient rares. C'est-à-dire au sortir de la guerre, hein, ça vous a pas échappé, la difficulté c'était de trouver des produits, quoi, grosso modo. Vous voyez, je pourrais prendre un exemple personnel. Mon père était représentant de commerce et moi j'ai toujours cru dans mon enfance que ce qu'il y avait de rare au monde, c'était les louis d'or et les pneus. Voilà, puisqu'il n'y avait pas de pneus, c'est comme ça, vous voyez. De la même façon qu'à l'INSEAD, on a fait une petite expérience, on a regardé combien il y avait de marchands de voitures. En 1974, à l'INSEAD, il y avait un marchand de voitures qui, par définition, était un Renault. C'était d'ailleurs une succursale Renault. Aujourd'hui, à Fontainebleau, il y a toujours la même population, il y a 13 marchands de voitures. Donc, vous voyez bien, on est passé d'une situation dans laquelle ce qui était rare, c'était le produit, à une situation dans laquelle ce qui est rare, c'est le client. Donc, il y a eu, à travers ces périodes, une inversion de la rareté entre le produit et le client. C'est ça qui va tout bouleverser. Parce que les organisations endogènes, et là je quitte l'administration publique, je parle celle du secteur marchand, elles étaient extrêmement protectrices pour ceux qui travaillaient à l'intérieur. D'ailleurs, excusez-moi cette remarque, mais juste pour faire réfléchir, si le taylorisme c'était l'horreur qu'on a tant décrit, comment on pourrait expliquer que ceux qui vivent encore sur un mode taylorien pur et dur, les fonctionnaires, se battent becs et ongles pour y rester? Si c'était l'horreur, ils seraient les premiers à manifester dans les rues pour dire halte à notre organisation du travail, on veut en changer. Moi, j'ai vu des manifs pour garder l'organisation du travail, pas pour en changer. Donc ça veut dire que finalement, ils ont intuitivement compris qu'ils étaient dans un système extrêmement protecteur qui n'est pas que le statut, qui est aussi les façons segmentées et séquentielles de travailler. Le problème, c'est que cette façon de travailler produit des biens et des services de faible qualité à un coût élevé, grosso modo. Hein. Quelquefois, j'appelle ça, moi, le surcoût du service pauvre. Voilà, ça coûte cher et ça produit pas grand-chose de bien. Alors, tant que vous êtes en situation de monopole ou de faible concurrence, bah, vous pouvez continuer comme ça. Le jour où les marchés s'ouvrent, ce qu'on appelle la mondialisation, dans les années, fin des années 70, alors à ce moment-là, petit à petit, on voit que le client prend le dessus sur le fournisseur. Et quelle est l'exigence que petit à petit le client se trouve à avoir? C'est de faire plus avec moins que le client pardon, se trouve à avoir, c'est d'exiger plus pour moins. Alors si on demande aux entreprises de fournir plus pour moins, il va falloir trouver ce que l'on appelle une variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement qu'on a trouvée, c'est l'organisation du travail. Et donc, on a cherché à passer de ces organisations segmentées et séquentielles dont j'ai parlé, hautement protectrices, à des organisations beaucoup plus plates, ce que l'on appelle, on les a couverts de mots très positifs. Hein. Mais vraiment, d'un point de vue du vocabulaire, c'était très cool, il n'y avait rien à dire. On appelait ça le fonctionnement par projet, la transversalité, enfin, toutes ces choses-là, mais qui, au-delà du vocabulaire positif, mettent les gens dans des situations de dépendance extrême. Et là, je pense surtout à la catégorie que je connais le mieux, qui est la catégorie des cadres. Ce qui fait que dans des systèmes comme les plateaux de chez Renault, par exemple, à Guyancourt, on pourrait prendre ce type d'exemple, mais c'est des systèmes dans lesquels, pour faire ce que vous avez à faire, vous dépendez de tout le monde, et en même temps, vous êtes évalué individuellement. Donc c'est un système qui est perdant-perdant, parce que vous dépendez de tout le monde, mais en même temps, c'est votre propre résultat dont vous n'êtes pas maître qui va servir d'évaluation. Donc cette transformation des organisations a eu deux conséquences. La première, c'est de faire travailler des gens dans des conditions du travail. Alors je ne parle pas de l'ergonomie ici, hein. Je parle des conditions dans lesquelles vous travaillez, qui sont beaucoup plus confrontationnelles, pour utiliser un néologisme de L'Oréal, voilà, c'est chez eux que l'on parle comme ça, elles sont beaucoup plus confrontationnelles, alors que les organisations précédentes étaient des organisations qui privilégiaient l'autonomie des gens. Donc on est passé de l'autonomie à de la dépendance. Ce faisant, vous vous rendez compte qu'on a rompu
Alors vous allez excuser dans ces locaux mon anglicisme, mais on a rompu le deal traditionnel qui unissait les entreprises, les organisations à leurs salariés, qui était ce qu'on appelle, je ne suis pas le premier à le dire, hein, Michel Crozier l'avait déjà dit en son temps, j'en parle puisque ce fut mon maître en sociologie, donc voilà. Mais le deal qu'on appelle loyauté-protection, c'est-à-dire, moi l'entreprise, je te protège. Alors, ça aussi, il faut toujours s'expliquer. Ça ne veut pas dire que je protège ton emploi, puisqu'en France, l'emploi masque le travail, hein. C'est-à-dire le fait d'avoir un chômage en permanence à un niveau élevé fait qu'on ne parle que de l'emploi. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'emploi, c'est le chômage en France, hein. Donc, voilà. Mais on ne parle que de l'emploi, on ne parle rarement du travail. Mais ça veut dire que l'entreprise ne peut plus assurer la même protection que dans les organisations dont j'ai parlé précédemment, ce que j'ai appelé segmenté séquentiel. Et du coup, la partie du deal des salariés qui était la fidélité à l'entreprise, si l'entreprise rompt sa partie du deal, les salariés ont rompu leur partie du deal. Et donc, on continue d'assister aujourd'hui à des phénomènes extraordinairement inquiétants de retrait du travail. Ce que les naïfs appellent la détérioration de la valeur travail, ce qui est d'une naïveté absolument confondante. Ce n'est pas la valeur travail qui s'est évaporée, c'est le travail lui-même. Donc, je veux dire, forcément, quand vous travaillez dans des conditions qui sont plus du tout aussi favorables que précédemment, vous n'accordez plus la même valeur au travail. C'est un phénomène qui est absolument mécanique. Et du coup, les entreprises se sont trouvées dans cette situation où aujourd'hui, au moment où elles auraient le plus besoin que leurs salariés soient engagés, comme on dit aujourd'hui, l'engagement, hein, quelquefois, si vous voulez employer l'anglicisme, le commitment, vous allez dire, les entreprises avaient besoin que leurs salariés soient les plus engagés et elles se sont au contraire retrouvées dans une période où les salariés se désengageaient du travail. Et alors quand on parle du désengagement du travail, mais je suppose que vous allez auditionner de bien meilleurs spécialistes que moi sur cette question, c'est pas un désengagement en temps. C'est-à-dire les gens ne savent pas. C'est beaucoup plus grave. C'est un désengagement émotionnel du travail, c'est-à-dire de ce que l'on met de soi-même. Parce que si le travail consistait à faire ce qu'il y a écrit dans son contrat de travail, on ne travaillerait pas. Voilà. C'est comme si le travail consistait à faire ce qu'il y a écrit dans sa définition de fonction, on ne travaillerait pas. Puisqu'il est impossible de travailler selon les définitions de fonction, elles sont trop compliquées, trop machin, etc. Donc on ne pourrait pas travailler. Donc pour que ça marche, il faut que les gens acceptent d'y mettre du leur. Et on s'est trouvé devant des salariés qui n'y mettaient plus du leur, hein. Et voilà, et en disant, ben non, hein, vous avez rompu votre partie de l'accord, moi je romps ma partie de l'accord. Et le problème qu'on a aujourd'hui, qui est à mon avis le problème central, c'est comment les entreprises ont réagi à cette situation. J'ai besoin de votre engagement, vous vous engagez plus. Eh bien, elles ont réagi par la coercition. Alors, moi, quand je parle aux entreprises, je passe ma vie à travailler dans les entreprises, que je leur parle de la coercition, ils me disent vous exagérez, chez nous on aime nos salariés, tout ça, etc. etc. Quelquefois d'ailleurs, je fais une plaisanterie, vous allez me pardonner dans ces lieux. Je leur dis, vous savez, le management, c'est comme la politique, hein, le vocabulaire a une fonction compensatoire des pratiques. Voilà, donc finalement, plus vous pratiquez la coercition, plus vous dites que vous aimez les salariés. Alors, pardon. Oui, vous avez raison de l'étendre un petit peu. Voilà. Je vous promets que je le ferai à mon prochain séminaire. Bon, mais cela étant, pour être sérieux, qu'est-ce que j'appelle la coercition? La coercition, c'est cette espèce de trio infernal à travers lequel, du coup, les entreprises ont cherché à contrôler absolument ce que faisaient leurs salariés, puisqu'ils ne s'investissaient pas d'eux-mêmes, il fallait les mettre sous contrôle. Et donc, on a inventé les process, les indicateurs de performance et les systèmes de reporting. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... C'est ce que j'ai expliqué dans ce livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Lost in Management. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a eu ce succès. C'est parce que pour la première fois, dans un livre, on expliquait que c'était une folie, ce système qui ne menait à rien, dans lequel on essaie... Vous voyez, on vous envoie le message le plus dur qui soit de non-confiance. C'est-à-dire qu'on vous dit tout ce que vous allez faire, vous allez le faire à partir de process qui ont été décidés par d'autres.
C'est ce que, comme elle s'appelle, Marianne Dujardin appelle les planeurs. C'est-à-dire, vous avez ce qu'elle appelle les planeurs, c'est vous avez des gens qui ne sont pas directement sur le lieu du travail et qui décident des process que vont appliquer ceux qui sont sur les lieux de travail. Alors, c'est à côté de ces process, vous avez les indicateurs de performance que si vous êtes poli dans l'entreprise, vous appellerez les KPIs, les Key Performance Indicators, puisque le vocabulaire managérial est très anglicisé. C'est-à-dire vous allez essayer de mesurer le plus possible ce que font les gens de façon la plus précise. Puis ensuite, vous avez les systèmes de reporting qui font la même chose. Vous allez faire des rapports sur tout ce que vous avez à faire, etc., etc. Donc, c'est un système extraordinairement coercitif. Et là, alors, ça provoque énormément de souffrance au travail. Hein. Vous êtes, n'arrivent à se débrouiller dans ce système que ceux qui sont déjà à un certain niveau. Où vous pourriez dire, mais j'aime pas l'expression, les plus malins arrivent à s'en débrouiller. Mais pour tous les autres, c'est une espèce de chape qui pèse sur eux et qui, quelquefois, amène à ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Parce que si vous réfléchissez, vous allez émettre des process. Vous êtes tout organisé par mais les process, ils deviennent contradictoires les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, vous dites, ah mais si j'applique celui-là, je ne peux plus appliquer celui-là, etc. Si vous êtes quelqu'un d'un certain niveau, et c'est pour ça que les cadres d'un certain niveau s'en débrouillent bien, c'est super, parce que vous opposez l'un à l'autre, et finalement, vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez, hein, grosso modo. Vous voyez, c'est une grande surprise pour moi, à mon grand âge, de voir que chacun sait que la grève du zèle en France, ça veut dire appliquer strictement les règles qu'on est censé appliquer. Voilà, ce qui veut dire que plus il y a de règles, moins ça peut marcher. Grosso modo, c'est comme ça. Hein, et tout ça, tout le monde le sait. Et ça n'empêche personne d'en produire toujours davantage. Voilà, ce qui est une grande surprise. C'est comme ça, où vous découvrez d'ailleurs que les règles ne sont pas produites pour résoudre des problèmes, elles sont produites pour couvrir ceux qui les émettent dans les organisations. C'est comme ça que ça marche. Mais ça veut dire, ça c'est bien si vous êtes un cadre d'un certain niveau, vous allez vous en débrouiller. Pour le reste de la masse, vous allez subir. Vous allez subir des injonctions contradictoires. Vous allez être totalement angoissé. Je vais prendre un exemple précis. Je faisais récemment un travail, oh, je vais le citer, chez Merck, le laboratoire pharmaceutique qui se trouve à Lyon. Et donc, moi, la base de mon travail, c'est de faire des interviews. Et j'ai interviewé une dame d'un certain niveau qui s'est mise à pleurer pendant l'interview parce qu'elle a dit, mais avant, je savais très bien faire mon travail, j'y arrivais très bien. Aujourd'hui, avec leur process, j'y arrive pas. C'est trop compliqué. Et il valait mieux le continuer à le faire comme je le faisais. Et du coup, vous avez les gens qui disent, mais je vais être totalement déclassé. C'est-à-dire, je vais être sorti du monde du travail puisque je ne suis pas capable de m'adapter à ces nouvelles façons de faire. Et donc, aujourd'hui, on en est là. On est à la fois sur un management coercitif, fondamental, du surcontrôle. Alors, je sais bien que la France est une société de non-confiance, mais là, on a atteint le maximum de la non-confiance dans les salariés. Et l'espoir que l'on peut avoir, c'est que ça ne marche pas. Donc, on est dans une phase qui est une phase de recherche de nouvelles solutions de management. Donc, vous voyez, si j'avais à résumer la réponse à votre question, on est passé d'abord à des formes d'organisation du travail qui protègent beaucoup moins que les formes d'organisation précédentes, en voulant introduire de la coopération, etc., c'est-à-dire des situations de dépendance, etc. Et en même temps, après, on est passé à des modes très coercitifs de management qui provoquent beaucoup de souffrance, que ce soit de la souffrance émotionnelle ou même quelquefois de la souffrance physique dans les organisations. Donc l'organisation du travail est un facteur clé du sujet que vous êtes en train de traiter. Tout à fait, je vous remercie de cette introduction large. Simplement, je voudrais peut-être vous demander une précision avant de donner la parole à Gérard Sebaoun et à nos collègues pour vous poser d'autres questions. Euh, on- Évidemment, vous êtes obligé de balayer largement cette grande période de l'histoire du management. Ce serait difficile de faire mieux en 10 minutes, mais on passe du terrorisme à une organisation telle que vous l'avez décrite et qualifiée aujourd'hui. Vous avez rappelé les travaux de Michel Crozier également. Euh, mais est-ce que dans vos travaux, vous avez noté une transformation, surtout sur les 10 dernières années? C'est-à-dire que les 10 dernières années, les 15 dernières années, entre
le passage d'une société de production à une société orientée sur le service client, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, on a quand même l'impression que cette question de l'épuisement professionnel, elle est particulièrement prégnante depuis une date allez, relativement récente par rapport à l'histoire que Eh vous ben, avez évoquée. eh ben, Monsieur le Président, je vais vous répondre non. Très Et bien. ici, je vais... Ah, vous m'ouvrez la porte pour dire quelque chose qui me tient à cœur. C'était le but. Voilà. Euh, pour des raisons X ou Y, que vous pouvez vous aussi bien expliquer que moi, puisque vous êtes d'un côté de la barrière que je vais décrire et moi de l'autre côté. L'écart entre le moment où des spécialistes alertent sur un problème et où les politiques ou les entreprises, hein, c'est pareil, les responsables, on va dire d'une façon un peu générale, s'emparent de ce problème est un écart absolument extraordinaire. Mais ça peut atteindre 30 ans, ça peut atteindre 40 ans. Les problèmes qui sont liés au travail, si vous lisez les travaux de Christophe Dejour, professeur au CNAM, ça fait combien d'années que Christophe Dejour attire l'attention sur on va avoir des problèmes avec le travail. Si vous prenez les travaux de Jacques Debante, c'est absolument pareil. Si vous prenez les travaux de Philippe Askenazi, c'est absolument pareil. Je veux dire, médecins, psychologues, sociologues, tout ce que vous voulez, depuis des 30 ans, sont en train de dire il y a un problème avec le travail. Personne ne s'en est soucié jusqu'au moment où, alors là, vous allez me trouver d'un cynisme extraordinaire, il y a des gens qui enfin ont décidé de sauter par la fenêtre. Alors là, on a dit France Télécom, les suicides s'arrêtent à France Télécom, mais il y en a eu partout. Il y en a eu à la PHP, il y en a eu à la police, il y en a eu à la poste, un peu partout. Alors là, quand les gens finalement ont dit oh là là, mais il commence à y avoir des suicides au travail, on a commencé à s'y intéresser. Ce qui veut dire que par rapport à ce type de questions, on est totalement réactif et jamais proactif. Donc les phénomènes de détérioration du travail sont ces phénomènes qui ne datent pas des 10 dernières années, tant s'en faut. Hein, tant s'en faut. Et c'est pour ça que dans l'exposé que j'ai fait, je vous ai dit qu'ils trouvent leur origine dans l'ouverture des marchés qui ont suivi le choc pétrolier. Donc moi, je date plutôt le grand choc sur le travail du tout début des années 80 et pas du tout du début des années 2000. Voilà. Oui, bien Mais sûr. encore une fois, ce qu'il a révélé, c'est que ça s'est On matérialisé. parlera peut-être de l'environnement numérique également, du développement des open space aussi, sur lesquels on est très alerté. Et qui est, bon, Les open space qui m'ont tué. par exemple. Voilà, mais si vous pouvez y répondre maintenant, sinon je vais laisser la parole à Gérard Sebaoun pour vous poser d'autres questions. Non, mais euh, alors, vous répondre sur les open space, vous voulez dire? Les open space, c'est des organisations qui sont particulièrement adaptées à la fois aux contraintes économiques les plus récentes et aux nouveautés technologiques également. Alors, les nouveautés, ce que vous appelez les nouveautés technologiques, elles contribuent à apporter de la fragilisation des gens dans le travail. Alors, selon une mécanique contre laquelle les entreprises commencent à essayer de trouver des postes. Parce que si vous y réfléchissez, avec un clic aujourd'hui, vous pouvez informer 300 personnes de quelque chose. Ce qui veut dire qu'un cadre moyen dans l'entreprise, il va recevoir 150 mails dans la journée. Et donc, il n'aura pas du tout la possibilité de trier pour ce qui est important pour lui de ce qui n'est pas important pour lui. Mais en même temps, il ne pourra jamais dire à son collègue, tu ne m'as pas informé. Si, je t'ai informé, puisque je te l'ai envoyé par le seul clic que j'ai mis. Donc là, de ce point de vue-là, ça permet des systèmes de désinformation, comme diraient les militaires, ou bien des systèmes de fragilisation qui sont contre lesquels aujourd'hui les entreprises essaient de lutter. Qui plus est, ça a permis de rendre beaucoup plus floue la limite entre le travail et la vie privée, puisque avec ces méthodes de travail,
eh bien, on sait très bien, les entreprises aujourd'hui, elles font les malines, hein, en disant, nous, vous savez, on n'oblige pas les gens à venir au bureau. S'ils veulent travailler chez eux, ils peuvent travailler. Oui, bien sûr. Mais enfin, par définition, si vous dites aux gens qu'ils sont libres de travailler quand ils veulent, parce qu'ils ont toutes les technologies pour se faire, vous allez voir que l'empiètement sur la vie de privé va être toujours un petit peu plus important. Quant aux open space, ils obéissent à une fonction que nous connaissons tous, qui est le contrôle social. C'est-à-dire que finalement, l'open space va permettre de contrôler ce que font les gens quand ils sont au travail, mais au lieu que ça soit le chef qui vienne contrôler, ça va être l'ensemble du corps social qui va contrôler. Surtout par parenthèse, si dans certaines entreprises, vous avez comment dirais-je, une évaluation collective, différente des évaluations individuelles dont je parlais tout à l'heure, où l'apport de chacun vient conditionner le sort de tous. Donc vous avez tous intérêt à ce que tout le monde travaille vite et bien, et plus vous les mettez dans des systèmes où ils peuvent se contrôler mutuellement, et plus la pression qui s'exerce sur chacun devient forte. Donc je comprends très bien le titre du livre de ces deux jeunes gens, même s'ils ont voulu s'amuser quand ils l'ont écrit. Moi j'ai débattu avec eux en son temps sur le sujet, sur l'open space m'a tué, mais ce qu'ils disaient était quand même vrai. Hein. Gérard. Si je devais résumer tout ce que vous avez dit, qui est effectivement très riche et assez, non pas provocateur, mais assez différent de ce qu'on entend pour l'instant, mais de votre... Non, mais ça, c'est vous. Moi, je suis un observateur à ce niveau-là. Vous nous dites le basculement dans la mondialisation a créé un espace assez terrifiant, et vous faites un constat accablant de ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. On entrera peut-être dans, dans la discussion sur d'éventuelles solutions que vous pourriez préconiser pour soit améliorer le modèle, soit peut-être que vous êtes pour la destruction du modèle et la naissance d'un nouveau, ou un retour au terrorisme, je ne sais pas, mais enfin, vous nous le direz. Moi, j'ai envie de vous interroger sur, puisque vous connaissez bien mieux que nous les entreprises avec lesquelles vous travaillez, sur d'abord deux acronymes qui font florette depuis longtemps et qui sont finalement la base un peu de notre travail aujourd'hui. C'est la notion de risques psychosociaux qui est intervenu il y a quelques années, qui a donné lieu à des accords interprofessionnels. Le stress d'abord et les risques psychosociaux qui n'ont pas été inscrits comme facteur de pénibilité, même si c'est une réalité dans l'entreprise, pour des raisons presque de définition. Donc c'est un magma là, sur lequel j'aimerais votre avis. Le second, plus récent, c'est la QVT, le deuxième acronyme, c'est-à-dire qualité de vie au travail, qui aujourd'hui est entrée dans l'entreprise comme, je dirais, entrée comme une porte de sortie des difficultés éventuelles que rencontre l'entreprise dans un consensus que j'appellerais mou et qui n'a pas produit grand-chose à part des textes il y a 3 ans. Ça, c'est la première question. La seconde, c'est sur le basculement qui me semble observé dans les entreprises, et je voudrais que vous nous différenciez d'ailleurs dans votre expérience le type d'entreprise, parce qu'on ne peut pas parler de TPE, PME et de la vie à l'intérieur de ces entreprises et des très grands groupes, enfin j'imagine, donc vous avez peut-être une idée là-dessus, sur ce qui a été qualité-quantité. Vous nous donniez un exemple d'une salariée que vous aviez interrogée récemment, qui vous disait la production de normes à laquelle je suis assujetti est impossible, et finalement je bascule dans une absence de qualité, je produis davantage de rapports, de normes, je ne m'y retrouve plus, je ne sais plus quel est le sens de mon travail. Vous parliez d'injonction paradoxale tout à l'heure. Donc la qualité n'y est plus. Par contre, la quantité, vu que la productivité de nos salariés dans ce pays, quand elle est mesurée par rapport à nos concurrents étrangers, est importante, la qualité disparaît et les salariés, en tout cas ceux que j'ai à connaître, s'interrogent sur la quantité à la fois de travail dans un temps restreint et de cette production d'une norme qui les assomme. Et dans des conditions de travail, le président parlait des open space qui sont un vrai sujet presque à soi seul, mais qui participent.
de cette presque coercition. Dernière question que je voulais vous poser, après je laisserai la parole à mes collègues, c'est comment est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on peut en sortir? Vous qui êtes professeur dans une école prestigieuse, est-ce qu'on peut en sortir en éduquant de jeunes femmes et hommes très bien formés, avec des têtes a priori pleines de neurones, à une forme de management, puisque c'est le mot, différente? Est-ce que ça a un sens pour vous? Et est-ce que c'est là qu'est finalement la clé? Ou est-ce que c'est une histoire beaucoup plus profonde du rapport de notre société au travail qui est mise en question? Alors, je vous ai posé beaucoup de questions et ensuite on passera peut-être là. On fait un Oui, tour. peut-être que je vais laisser répondre Monsieur Dupuis, à moins que vous ayez des questions courtes, mais sinon on s'y retrouve. Oui. Hein, peut-être qu'on va attendre qu'il réponde. Hein. Merci, merci. Bien, oui, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je suppose qu'on déjeune ensemble, alors, du coup. Hein. Alors, sur les risques psychosociaux, que l'on a vu se manifester concrètement avec les suicides au travail, je voudrais d'abord vous indiquer une chose à laquelle les gens n'ont pas réfléchi. Je vous ai parlé des phénomènes de retrait du travail. Vous savez, tout à l'heure, en disant, mais c'est le retrait émotionnel, j'aurais pu vous citer un exemple qui vous l'illustrerait. La première étude que j'ai faite avec Michel Crozier, c'était en 1974 sur le groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, qui était à l'époque, qui s'appelait Paul Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. On avait interviewé 600 cadres. Et à l'époque, on avait fait une étude quantitative, donc il y avait un questionnaire. J'ai retrouvé ce questionnaire et j'ai discuté avec un ami qui est le patron d'Opinionway et qui fait lui aussi des questionnaires pour la CGC-CFE. Et on a comparé les questionnaires qu'il fait avec ceux de 74. Et il m'a dit, il y a des questions qu'on ne pourrait plus poser aujourd'hui. Alors, on ne pourrait plus les poser, non pas parce que les gens vous engueuleraient en disant pourquoi on vous demande ça, mais parce qu'ils ne comprendraient pas bien la question. Et il y en avait une en particulier qui est extraordinaire, qui était de dire, seriez-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord, etc., avec la proposition suivante, la vie professionnelle se place au-dessus de tout. C'est-à-dire, ça se place au-dessus de votre famille, votre époux, votre épouse, vos enfants, etc., etc. À l'époque, en 1974, non seulement la question était comprise, mais chez ces cadres, elle avait un taux d'accord de 76%. C'est-à-dire 76% des cadres pensaient que la vie professionnelle se plaçait au-dessus de tout. C'est énorme si vous y réfléchissez. Aujourd'hui, on ne pourrait pas poser la question, car en particulier les jeunes ne comprendraient pas bien le sens de la question. Pour eux, l'idée que la vie professionnelle se passerait au-dessus de la vie personnelle est une question qui n'a pas de sens. Voilà. Donc, quand on parle de phénomène de retrait du travail, vous en avez là une bonne illustration. C'est pas que les gens sont devenus feignants. Oui. Permettez sur ce sujet de vous interrompre, monsieur le professeur. Néanmoins, quand on voit les grandes études, qui soient européennes, soit françaises, sur le sentiment par rapport au travail ou l'adhésion au travail, au sens large, hein, le mot travail, les Français y sont nettement plus attachés que les autres. Alors, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, mais néanmoins, est-ce que c'est spécifique à notre pays et d'où les risques majeurs que l'on rencontre ou pas? Autre question, il faudrait y répondre sur un plan technique. Ces études qui sont faites sont des études quantitatives. Et d'un strict point de vue de la technique sociologique, elles ne sont pas bien faites. Et je vais vous dire ce que je veux dire. Si vous voulez savoir si les gens sont intéressés par le travail ou tiennent au travail, il ne faut jamais leur demander est-ce que vous êtes heureux au travail ou quelque chose comme ça. Il faut leur demander est-ce que vous avez le sentiment que les gens qui travaillent à côté de vous sont heureux au travail. Car une bonne partie des choses, on ne peut pas les exprimer pour soi-même. Et par contre, comme on veut néanmoins les signaler, on va les exprimer pour ceux qui vous entourent. Je vous renvoie ici à la merveilleuse étude de Michel Crozier, faite sur la CETA dans les années 50. Mais comme ça a été fait dans les années 50, tout le monde pense que c'est
Vous voyez, quand on me dit « Oh, mais ça, c'est trop vieux », je dis « Vous avez raison, d'ailleurs, le mythe de la caverne de Platon, c'est trop vieux aussi, donc ça ne vaut plus rien. Platon aux oubliettes, hein, c'est la même chose. Donc on est dans une espèce de vision imbécile du modernisme qui fait que même des travaux essentiels qui ont été faits il y a longtemps, c'est parce qu'ils ont été faits il y a longtemps, ne valent plus rien. Donc personne ne s'interroge sur leur valeur intrinsèque. Eh bien, dans l'étude que Crozier faisait sur les tabacs, il interrogeait des ouvrières de production. Et il leur posait la question, c'était une histoire de relations entre ouvrières de production et les ouvriers d'entretien qui entretenaient les machines. Et il demandait, est-ce que votre ouvrier d'entretien entretient bien votre machine? Elle répondait toutes oui. Et puis on leur demandait, mais est-ce que les ouvriers d'entretien de vos collègues entretiennent bien les machines? Elle répondait toutes non. Donc voilà, ça veut dire, moi je ne veux pas prendre le risque de, parce que je ne veux pas me fâcher avec lui, mais par contre, je vais vous dire que quand même, il y a un problème. Donc, quand on fait ces études-là, il faudrait avoir un peu de méthodologie sociologique pour les faire. Voilà, c'est ce que je voudrais vous répondre. Ensuite, il ne faut pas confondre ce que vous appelez l'attachement au travail, qui est souvent de l'attachement à l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un pays comme la France, l'emploi masque le travail. Et même moi, quand j'enseigne ou je fais des conférences, je suis obligé de répéter 10 fois, je vous parle du travail, je ne vous parle pas de l'emploi. Voilà. Donc, première chose que je veux dire. La deuxième chose, vous m'avez interrogé donc, sur les risques psychosociaux. Vous voyez, une bonne partie des risques psychosociaux est venue du mouvement suivant. Parce que nos États sont ruinés, on va dire ça comme ça, parce que les entreprises sont soumises à des concurrences qui sont des concurrences extrêmement difficiles et souvent, excusez-moi d'utiliser l'expression anglaise unfair, parce que les conditions salariales, etc., je ne reviens pas là-dessus, ça a amené à faire une pression sur les gens très forte à la réduction des coûts. Hein, cette pression à la réduction des coûts s'est traduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des changements dans les modes de fonctionnement des organisations. On n'a plus travaillé pareil. Parce que les modes segmentés et séquentiels dont j'ai parlé tout à l'heure sont des modes qui sont extrêmement coûteux. Voilà. Et quand on introduit de la coopération dans les organisations, on fait un coup double, on améliore la qualité tout en réduisant le coût. C'est-à-dire qu'on résout la quadrature du cercle qui est la demande du client aujourd'hui. Je veux obtenir mieux pour moins. Eh bien, si vous introduisez de la coopération dans une organisation, c'est formidable. Alors, excusez-moi l'exemple puéril que je vais prendre. Si hier soir, je voulais regarder le match de foot à la télé et que mon épouse voulait regarder autre chose, j'ai deux solutions pour le faire. C'est avoir deux télés. C'est super, mais ça coûte cher. Il va falloir que je trouve un client qui me paye les deux télés. Mais si le client veut plus payer les deux télés, il me faut une seule télé. Mais alors, il va falloir qu'on se décide. Ça va être beaucoup plus dur dans la relation. Qu'est-ce qu'on va regarder? Donc là, vous introduisez de la confrontation dans la relation. Vous voyez, vous économisez, mais vous introduisez de la dureté dans les relations. C'est ces mécanismes-là qui se passent dans les entreprises. Je peux vous souffler un mot. Donc, vous mettez en débat la notion qui est maintenant largement partagée pour réduire les coûts et presque, enfin, peut-être l'habiller, hein, si je vous entends. C'est la notion de mutualisation. Est-ce que c'est la même chose d'après vous? Il faut appuyer sur le bouton. C'est pas tout à fait la même chose. La notion de mutualisation veut dire je vais perdre effectivement une partie de mon autonomie, puisque ce que je pouvais, par exemple, acheter tout seul, on va parler de la mutualisation des achats, qui est quand même le grand terrain de la mutualisation. Ce que je pouvais acheter tout seul, donc en autonomie, etc., ma part d'autonomie s'est réduite et il faut que j'accepte d'en passer par un service central qui va acheter à ma place. Par contre, ce que je vous décris, c'est des phénomènes de coopération directement sur le lieu du travail, dans lesquels les intérêts des acteurs doivent se confronter directement. Voyez, je vais vous l'illustrer différemment. Quel est le mot que l'on pourrait opposer qui constituerait le contraire de coopération? Eh bien, le mot qui constitue le contraire de coopération, c'est coordination. Parce que si vous y réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire, coordination? Vous avez des bureaucrates qui travaillent chacun dans son silo. Et vous allez mettre en tête un bureaucrate de plus
pour arriver à faire qu'ils se parlent plus ou moins, etc. Bien, donc vous avez un coût qui est plus élevé. Dans un système coopératif, vous dites aux gens, stop, vous allez régler vous-même directement ce qu'est vos divergences d'intérêts. Par exemple, quand vous concevez une voiture, ah ben, vous dites, moi, je préfère que les plaques de la voiture soient plates, parce que je vais réduire les points de soudure. C'est formidable. Et puis, ben, vous avez le gars qui va dire qu'il est à l'emboutissage, oui, mais il serait beaucoup mieux d'avoir des plaques plus nombreuses, car ça va nous permettre de donner des formes plus arrondies à la voiture. Bon, ben, qui va décider ce que l'on fait? Eh ben, il va falloir que les gars ils confrontent les différences d'intérêt entre forme des plaques d'assemblage et nombre de points de soudure. Excusez-moi de prendre ces exemples très pratico-pratiques, mais voilà, c'est ça la coopération. Alors, je veux revenir sur les risques psychosociaux. Cette transformation des modalités de travail que l'on a essayé de faire, on y a plus ou moins réussi, monsieur, parce que pour anticiper sur notre question, je voudrais vous dire une chose. On n'a pas réussi, c'est un des drames, à sortir du terrorisme. Vous voyez, j'ai publié dans les Échos il n'y a pas longtemps un article qui s'intitulait Le management vient de faire un bond de 100 ans en arrière. Bon, voilà, donc on n'a pas réussi. Mais justement, le fait qu'on ait tenté sans bien réussir a accru la coercition dont je parlais tout à l'heure. Mais le problème, c'est que on a essayé de faire passer des gens. Est-ce que vous avez regardé dans votre travail quel est le profil moyen des gens qui se suicident? C'est intéressant, enfin c'est intéressant, façon de parler, hein. C'est pas des jeunes qui se suicident, c'est des gens qui ont aux alentours de la cinquantaine, voilà, et à qui on a demandé de passer des formes de protection du travail dont je parlais tout à l'heure à ces formes beaucoup plus confrontationnelles que je suis en train de décrire, en leur disant une seule chose, c'est le marché qui l'exige. C'est-à-dire que l'on n'a fait aucun accompagnement dans ce passage. D'ailleurs, on pourrait craindre que ça se passe de la même façon dans l'administration publique. Hein, on pourrait craindre que ça va se passer de la même façon dans l'administration publique. On n'a fait aucun accompagnement, le marché étant là pour justifier tout ce que l'on faisait. Ben, forcément, on a créé les fameux problèmes psychosociaux de désarroi que l'on a pu avoir face à des gens qu'à un moment donné, on a fait travailler d'une façon qui était beaucoup plus dure que la façon d'y travailler précédemment, qui l'ont très 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 mal supporté, qui l'ont très mal vécu, qui ont eu le sentiment qu'ils étaient totalement inadaptés aux nouvelles formes du travail, comme ils étaient inadaptés au travail sur les process, etc. etc. Et à la fin, comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que le suicide, c'est la forme ultime du retrait du travail. Là, voilà, là, vous êtes dans la forme ultime du retrait du travail. Alors, vous m'avez posé une question, qualité de vie au travail. Alors, ça dépend ce que l'on met derrière la qualité de vie au travail, hein. On va faire référence à l'accord national, l'accord national interprofessionnel de 2013, Oui. qui a créé justement cet acronyme, la QVT. Oui. Mais enfin, moi, qui n'est pas passé dans la loi, mais qui est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet. Mais quand moi je regarde les entreprises, qu'est-ce qu'elles font pour la qualité de vie au travail? Alors, vous voyez bien, elles tournent autour de ce qui est le problème central. C'est la façon dont on travaille. Mais, par exemple, vous voyez des entreprises qui vont organiser, je ne sais pas moi, des conciergeries, des choses comme ça, pour que les gens ne soient pas embêtés, hein, pour que vous ne soyez pas obligés d'aller au pressing en courant, etc. etc. De la même façon que tout, je dirais un soir par semaine au journal de France 2, vous allez voir une entreprise qui a trouvé des choses formidables pour faire jouer, faire de la gymnastique aux gens, etc. Ça ne touche pas au cœur du sujet. Voilà, ça ne touche pas au cœur du sujet, qui est la façon dont on fait travailler concrètement les gens. Voilà, moi, je dirais ça de cela. Alors, je vais essayer de balayer maintenant. Vous me dites TPE, PME et grands groupes. Alors, ici, il faut aussi ne parler que de ce que l'on connaît. Moi, compte tenu de mon métier, je ne travaille quasiment que pour les grandes organisations, que pour les grandes entreprises. Il m'est arrivé quelquefois de travailler pour des petites. D'ailleurs, pour vous dire une anecdote amusante,
La plus petite entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'est le journal Libération. Donc, mais c'est une grosse PME, hein, c'est 200 et quelques personnes, Libé. Donc voilà. C'était d'ailleurs très amusant, je veux dire, mais bon, voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas que small soit beautiful en la matière. C'est-à-dire, bien sûr que dans une petite entreprise, l'accès au patron est un accès relativement facile. De la même façon, il y a quelque chose qui fait une différence, néanmoins, c'est le sens. Quand vous travaillez dans une PME, vous savez pour qui vous travaillez. Donc, parce que serait-ce que le patron est le propriétaire ou voilà. Donc, vous pouvez donner du sens à votre travail. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les grandes entreprises, la question du sens au travail est une question qui est totalement posée. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait s'évanouir la fidélité des gens, parce que si c'est pour enrichir les fonds de pension du Wisconsin, tout le monde s'en fout. Hein. Vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a à l'INSEAD un grand programme qui est le flagship, comme on dit, hein, le truc important, qui s'appelle l'AMP, ça veut dire Advanced Management Program à l'INSEAD, ça dure un mois. C'est là que M. Montebourg était allé faire. Voilà, je me disais bien que ça allait être cité à un moment donné. C'est là qu'il était allé faire ses... J'espère que vous l'avez bien éduqué. Oui, mais enfin, j'ai lu dans les Échos, il y a, je me souviens plus, je crois que c'est Daniel Fortin qui a commencé un papier dans les Échos, en disant, mais qu'est-ce qu'on leur apprend en l'INSEAD quand on voit Montebourg, etc., etc. Oui, c'était pas gentil pour l'INSEAD d'ailleurs. Mais vous savez, si vous lisez mon livre, La faillite de la pensée managériale, je t'ai fait un dernier chapitre dans lequel je dis quels sont les deux grands responsables de cette famille, de cette faillite, et je dis c'est les business schools et les cabinets de conseil, qui sont les deux grands complices de cette faillite. Non, je veux revenir sur cette idée. Donc, ok, le sens est évanoui, et c'est pas évanoui dans les PME. Les TPE, je connais pas. Mais par contre, dans les PME, il y a eu le même mouvement de changement des formes d'organisation du travail pour arriver à réduire les coûts tout en améliorant la qualité. Et d'un certain point de vue, ces PME aussi, elles sont sorties du mode endogène du travail pour passer au mode exogène du travail. Donc il y a des phénomènes de souffrance qui sont équivalents dans les PME comme ils peuvent être dans les grandes entreprises. Et je dirais même plus, dans les grandes entreprises, vous avez beaucoup plus de possibilités de vous camoufler. Vous voyez, je voudrais vous citer une étude qui a été faite il y a un certain temps déjà sur les compagnies d'assurance. À l'époque où l'UAP était toujours vivante et à l'époque où on avait fait une comparaison entre une petite compagnie d'assurance qui s'appelait à l'époque, elle n'existe plus, le Secours. Hein, certains d'entre vous ont peut-être connu le Secours, dans lequel il y avait 4 échelons hiérarchiques. Et à l'UAP, à l'époque, il y avait 11 échelons hiérarchiques. On posait une question toute bête aux gens, c'est est-ce que vous trouvez que la hiérarchie est lourde chez vous? Les gens du UAP répondaient non. Enfin, non, non, c'est pas lourd, hein, la hiérarchie chez nous. Et les gens du Secours disaient c'est très lourd. Et pourquoi ils disaient c'est très lourd? Parce qu'ils avaient un contact immédiat à la hiérarchie. Quand vous avez 11 échelons hiérarchiques, vous pouvez toujours jouer l'un contre l'autre, le troisième, le quatrième. Donc, vous voyez, dans les PME, le rapport finalement à l'autorité et le rapport à la pression et à la demande est beaucoup plus direct, avec beaucoup moins de possibilités de le fuir. Donc de ce point de vue-là, je serais un peu circonspect sur l'opposition entre PME et grandes entreprises. Alors ensuite, vous m'avez posé une question sur l'éducation, c'est ça? C'est par rapport aux écoles de management, puisque comment vous voyez l'évolution des écoles de management aujourd'hui? Moi, il me semble que nous sommes un certain nombre qui sont passés par des écoles de management. Euh, la sensibilité à la gestion des ressources humaines et la dimension humaine aussi, on l'a retrouvé plus dans les écoles de commerce qu'on les retrouve après dans les entreprises parfois. Ben voyez, contrairement aux idées reçues. Ben, si vous prenez une école que vous avez qualifiée, vous, de prestigieuse, qu'est l'INSEAD, il n'y a aucun cours de gestion des ressources humaines. Ça n'existe pas. Et vous savez quel est le prétexte pour ne pas avoir de cours de gestion des ressources humaines?
c'est de vous dire, les législations sont tellement différentes de pays à pays, comment au lieu qu'on enseigne quelque chose là-dessus? C'est ce qui, franchement, laisse pantois, hein, quand on vous dit un truc comme ça. Donc, voilà. Et donc, les seuls cours qu'il y a qui peuvent se rapprocher de ça, c'est des cours de psychologie. Voilà. Alors, vous vous rendez compte de l'écart qu'il peut y avoir. Alors, c'est très intéressant qu'il y ait des cours de psychologie parce que c'est aussi la dérive qu'il y a dans les entreprises aujourd'hui. Vous voyez le développement du coaching, par exemple, hein, c'est de dire, OK, je vois que vous êtes malheureux, ça va pas très bien, je vais vous filer un coach, il va vous aider à passer cette phase, tout ce que vous voulez, etc. C'est pareil, dans les business schools, on vous enseigne un minimum de psychologie du travail. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que vous voyez, il y a des cours qui marchent très bien dans les business schools, c'est sachez organiser votre vie professionnelle et votre vie de travail. Donc on va vous expliquer comment il faut faire, hein. Il y a un prof à l'INSEAD qui est un Espagnol qui s'appelle Fernando Bartolomé qui fait ça de façon merveilleuse. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par une association de femmes qui s'appelle Financiel. Financiel, c'est les femmes de Financiel, les femmes de la finance. Qui est d'ailleurs un groupe qui fait des travaux tout à fait remarquables. Et Financiel a fait une étude dans laquelle auprès de femmes cadres simplement, dans laquelle il ressort, l'idée c'est soyez gentils, vous empiétez déjà assez sur ma vie, venez pas vous occuper de l'organisation que moi je vais mettre en place entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc ça reste mon domaine. Alors, je veux revenir simplement sur l'idée, est-ce qu'on peut s'en sortir par l'éducation? D'abord, d'une façon générale, oui. Voilà, vous voyez, moi, à la fin de mes séminaires, chaque fois que quelqu'un me pose la question, Monsieur Dupuis, est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Un conseil en termes de management, ils veulent. Alors, je leur réponds, oui, j'ai un grand conseil à vous donner. Je leur dis toujours, lisez. Lisez ce que vous voulez, lisez de l'histoire, lisez des romans, mais lisez, bon sang, lisez. Puisque aujourd'hui, les cadres ne lisent plus rien. L'inculture dans ce milieu est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Vous voyez, dans un amphi de 40 personnes, que ça soit à l'INSEAD ou aux États-Unis, c'est pareil, puisque j'enseigne un peu partout. Je pose la question. Vous avez 40 cadres qui viennent de pays différents. Qui a déjà entendu parler de Taylor? Sur 40 cadres, il y a 5 mains qui se lèvent. Vous avez 35 personnes qui sont là qui n'ont jamais entendu parler de Taylor. Mais alors je leur dis, Charlie Chaplin, les temps modernes, ça veut dire... Oh non, ça c'est rien. Est-ce que c'est un jeu vidéo à la limite, vous me demandez? Donc, voyez ce que je veux dire. Donc, l'éducation, c'est quelque chose de bien. Voilà. Par contre, on sait ce qu'il ne faut pas faire pour en sortir. Alors, là aussi, je vais prendre parti. Vous avez un certain nombre de livres qui sont des livres à la mode. Le business, c'est le business. Hein. Donc, il y a des gens qui ont parfaitement compris qu'il y a un créneau de business qui est de proposer quelque chose pour arriver à sortir de ce management qui est arrivé dans le mur. Et moi, je vais vous dire à quel point c'est grave le management arrivé dans le mur. Un jour, je suis convoqué devant l'Institut de l'entreprise. Vous voyez ce que c'est, l'Institut de l'entreprise? Okay, bien sûr. Okay, des patrons propres sur eux, tout ce que vous voulez, etc. Et j'explique Lost in Management. Et il y a un patron, je ne vais pas le citer parce que c'est un ami, tout ça, mais il se lève et il dit François a raison, on va dans le mur. Et tous les autres patrons qui étaient là disent c'est vrai, il a raison, on va dans le mur. Alors, moi, naïvement, je leur dis je voudrais quand même vous rappeler que c'est vous les patrons, quand même. Hein, et alors, il me dit ouais, mais nous, on n'y peut rien. Ah ben, j'ai dit c'est ce que je vous explique, vous avez perdu totalement le contrôle du truc, donc vous subissez l'affaire, etc. Donc, voilà, donc on en est un petit peu là, c'est-à-dire tout le monde a conscience qu'on va dans le mur avec ce management coercitif qui fait mal, qui tue, on l'a vu, hein, qui tue. Mais on ne sait pas quoi faire. Alors du coup, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un créneau formidable et ils se sont mis à produire des livres. Alors, si vraiment vous êtes insomniaque, je vous conseille Liberté et compagnie de Goetz et Carney. Voilà, mais enfin, ça fait 450 pages, donc voilà. Je vous conseille, comment ça s'appelle, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Voilà. Si par contre vous voulez rire, je vous conseille La Révolution holacratie de Robertson. Hein, ça, voilà. Alors ça, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est des gens qui ont pris des entreprises qui fonctionnent de façon un peu différente et ils les moulinent. Et c'est toujours les mêmes. Je veux dire, si vous ne connaissez pas Favi, hein, la fonderie du Nord, et M. Jean-François Zoubrist, c'est que vous n'êtes pas up-to-date dans la littérature sur le management. Et sauf que quand vous lisez ces bouquins, c'est une négation permanente de la complexité de l'action collective. D'ailleurs, vous observerez que ni James Smart, ni Herbert Simon, ni Mark Rolston, ni Michel Crozier, ni aucun des grands sociologues des organisations n'est jamais cité dans ces livres. Simplement, ces livres vous décrivent sans aucune analyse. Ah, voilà, c'est formidable. Ça confine à la naïveté. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Frédéric Laloux, mais quelquefois, moi, quand je lis ça, je dis, mais c'est pas possible. On est dans les bisounours de raconter des choses comme ça. Alors, non, la question qui est posée, c'est de dire, est-ce qu'on peut remplacer le management coercitif par d'autres formes de management qu'on peut introduire avec prudence? Et le problème, c'est la prudence, c'est d'y aller lentement. Alors, on va prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a deux notions qui apparaissent, mais sur lesquelles il faut avancer doucement. C'est la notion de simplicité et c'est la notion de confiance. Alors, la notion de confiance, elle est extrêmement difficile pour nous Français. Nous Français, nous sommes une société de non-confiance, depuis Perfit, on le sait. Enfin, et d'ailleurs, moi j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, j'ai pu mesurer la différence entre une société de confiance et une société de non-confiance. C'est absolument extraordinaire. En France, quand quelqu'un vous dit fais-moi confiance, vous vous demandez ce qu'il vous cache, quoi, grosso modo. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Alors, la confiance, qu'est-ce qui peut la rendre possible? C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend possible la confiance dans les relations de travail, hein, je ne parle pas du reste, etc. Ce qui rend confiant, ce qui permet la confiance, c'est la prévisibilité. Vous ne pouvez pas faire confiance à des gens qui sont imprévisibles par définition. S'ils sont imprévisibles, vous dites, je ne sais pas comment il va réagir demain, etc., etc. Donc, vous ne pouvez faire confiance qu'aux gens prévisibles dans les organisations. Donc, aujourd'hui, il y a une réflexion qui se mène là-dessus, et elle se mène d'autant plus que accepter de réduire l'incertitude de son comportement, donc devenir prévisible, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que les philosophes appellent l'éthique. Donc, être éthique, ça ne veut pas dire être vaguement honnête dans les entreprises. Ça veut dire vous avez accepté que les choses soient prévisibles dans l'organisation. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent énormément là-dessus. Vous devriez voir les gens de Michelin, par exemple. Je ne sais pas si vous allez les voir. Pardon ? Oui, absolument. Voilà, Chez Michelin, ils ont toujours été de toute voilà, façon mais moi, je vous conseillerais de regarder les gens de chez BIC. J'ai eu l'occasion de travailler pour eux BIC, quand j'étais beaucoup plus dans ce qui s'appelle la catégorie briquet, puisque BIC, ça fabrique des choses différentes. Voilà des gens qui cherchent des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement différents. Et curieusement, si vous les regardez, il y a deux choses qui vont vous frapper. La première, c'est qu'ils ne posent pas la question du bonheur au travail. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire, le travail, ce n'est pas fait pour le bonheur. Le travail, c'est fait pour créer les conditions qui vous permettront de vivre le bonheur dans votre vie. Mais dire on va vous rendre heureux au travail, ça va devenir quasiment terroriste ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, ce n'est pas une notion faite pour le travail, le bonheur. Bon, donc ces gens-là ne posent pas la question du bonheur au travail. Et la deuxième chose qui apparaît, sur lequel ça vaudrait la peine de beaucoup réfléchir, c'est que dans ces entreprises qui essayent de travailler autrement, ils font disparaître la fonction RH. La fonction RH n'existe plus. Chez Michelin, il n'y a pas de DRH. Il y a un directeur des relations sociales parce qu'ils ont des syndicats puissants, mais il n'y a pas de DRH. Et il y a à cela une raison qui est capitale sur la disparition des RH. C'est parce que si vous voulez trouver d'autres formes de management, il va falloir effectivement que vous laissiez petit à petit les gens aller vers beaucoup plus d'autonomie dans leur propre façon de travailler. Donc, vous leur fassiez confiance. Alors, on a beaucoup entendu dire aussi que l'origine du burn-out était liée à l'autonomie. Mais voilà, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut y aller extrêmement prudemment. Vous avez vu ce que fait Michelin. Il y a un petit groupe de gens et progressivement, service par service, ils travaillent et ils préparent et ils accompagnent les gens.
Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Président. C'est-à-dire que si vous dites soudain aux gens, vous allez être autonome, ils sont complètement affolés parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que l'on peut éduquer? Mais on peut éduquer à l'autonomie progressivement. Alors, mais si vous éduquez les gens à l'autonomie, à prendre des décisions par eux-mêmes, en ayant des moyens et de se faire conseiller, de se faire aider, etc., etc., petit à petit, les RH, qui sont une fonction qui passe son temps à compter, à classer, à classifier, perdent de leur importance. Parce que vous n'avez plus besoin, par exemple, vous allez voir petit à petit les grades disparaître. Vous allez voir petit à petit une partie du management qui va disparaître, etc. Donc la fonction RH, elle perd une grande partie de son importance. Et aujourd'hui, et en plus, la fonction RH, c'est la fonction principale productrice de process dans les entreprises. C'est de là dont vient la grande majorité des process. Donc si vous arrivez petit à petit à gérer votre entreprise autrement, vous verrez cette fonction s'évanouir. Très bien, merci. On va laisser nos collègues Non, c'est de ma poser faute, les questions d'ailleurs. qu'ils souhaitent Excusez-moi poser. d'être si long. Pardonnez-moi de mon retard. Isabelle C'était Beccalinec. passionnant pour la partie que j'ai eu le plaisir d'écouter. Moi, j'aurais plein de questions, mais comme vous dites, je ne sais pas si on a prévu de déjeuner ensemble. Non, d'ailleurs, L'impact on des va pas 35 tarder. heures, je ne sais pas si vous en avez parlé, sur le travail et les risques d'épuisement au travail, puisque ça a été une des théories qui a été avancée et que on continue à s'interroger sur la durée du travail dans notre pays. Et droit à la déconnexion, c'est dans la loi travail. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous avez évoqué rapidement le sujet tout à l'heure. Merci. Une dernière question sur les conseils et sur les solutions. Le rôle des partenaires sociaux à venir pour travailler sur ces questions du travail dans les entreprises. Peut-être Alain Ballet, et puis après vous répondrez, Monsieur Dupuis. Je partage les questions qui viennent d'être posées sur votre vision, effectivement, des évolutions possibles. Moi, j'aurais une autre question qui a plutôt attrait à l'aspect psychologique. Bien souvent, on amène à réfléchir les gens sur l'organisation des entreprises parce qu'on veut développer, paraît-il, je suis aussi un peu provocateur, le besoin décrit par Maslow, le besoin d'appartenance. Et je me dis, est-ce qu'effectivement, on n'a pas utilisé un concept à des fins qui ne sont pas forcément ceux qui étaient avoués? Oui, alors oui, on a pris ce... Bien souvent, on parle de Maslow dans les organisations des hommes et tout ça, par rapport à ce souci, à ce besoin d'appartenance. On a développé des concepts de culture d'entreprise, d'appartenance à cette entreprise à partir de ce concept. Est-ce qu'effectivement, c'était pas dévoyer le concept de Maslow, décrit par Maslow? Gérard, tu veux poser une question? Non. Il faut... Juste un mot sur les 35 heures. Là, par contre, madame, vous avez raison par rapport à une autre question qui a été posée. L'impact des 35 heures a été très différent selon les milieux dans lesquels on a introduit les 35 heures. Tel que moi, je peux l'avoir vu dans ce que j'étudie. Sur les grandes entreprises, les 35 heures ont eu un effet que les patrons considèrent comme positif. C'est-à-dire, ça a amené enfin à se poser la question de l'organisation du travail et à voir qu'on pouvait faire autrement qu'on ne faisait précédemment. Donc, de ce point de vue-là, voilà, rares sont les patrons des grandes entreprises, sauf s'ils le font pour des raisons autres, qui se plaignent des 35 heures. Il y a des univers dans lesquels on a introduit les 35 heures sans changer l'organisation du travail. Alors là, ça a produit des drames. C'est le cas de l'hôpital, par exemple. C'est le cas typique dans lequel on peut citer. Ce qui veut dire que vous ne pouviez pas faire cette transformation-là sans toucher à l'organisation du travail. Si vous y touchez, vous pouvez gagner de la productivité. Si vous n'y touchez pas, vous allez non seulement pas gagner de la productivité, mais vous allez détériorer le service qui est fourni. Vous allez faire des jeux perdant-perdant, c'est-à-dire à la fois le service est détérioré et en même temps les gens qui fournissent le service sont bien plus malheureux au travail qu'ils ne pouvaient l'être précédemment.
Donc c'est véritablement la façon dont ont été accompagnées les 35 heures qui peuvent permettre de porter un jugement sur l'effet que ça a pu avoir. Voilà, je ne sais pas si je suis clair quand je le dis comme ça. Alors, Très clair. vous dites le droit à la déconnexion tel qu'il est prévu par la loi travail. Alors, je vais dire quelque chose de totalement iconoclaste, mais comme vous êtes très gentil, vous allez me le pardonner. C'est iconoclaste dans les lieux où nous sommes. Il faut quand même arrêter de penser qu'on peut tout gérer par la loi, quoi, grosso modo. Hein. C'est pas, c'est bien. Moi, j'étais en tant que citoyen, j'étais sidéré il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas le citer. Il y a quelques temps, on interviewait un ministre à la télé. Et le journaliste lui dit, ah, vous n'êtes pas très connu. Il lui dit, ouais, mais il dit c'est parce que j'ai pas encore fait de loi. Ah, voilà, je dis, ok, c'est bien. Hein, je lui dis, vas-y vite, mon gars, hein, parce que ça va pas durer longtemps, donc prends le temps, fais ta loi tout de suite, quand même. Bon, voilà. Alors, non, la loi, à un moment donné, peut consacrer un certain nombre de choses. Elle peut éventuellement stimuler un certain nombre de choses. Mais vous voyez, par exemple, sur la déconnexion, c'est abstrait. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple dans lequel on est à l'envers de la déconnexion. Quand vous envoyez des gens en formation, et c'est bien d'envoyer des gens en formation, etc. Eh bien, aujourd'hui, vous vous heurtez à une difficulté, c'est que grâce à ces technologies que vous avez évoquées tout à l'heure, en fait, en formation, les gens font un double travail. C'est-à-dire, en théorie, ils sont déconnectés de leur travail. C'est formidable, vous êtes en pleine déconnexion puisque vous les avez envoyés en formation sur un joli campus. C'est vachement bien, vous voyez, c'est cool, tout ce que vous voulez. On organise des social events, comme on dit, tout ce que vous voulez. Mais en fait, non. Vous voyez très bien qu'ils sont en formation et en même temps, ils sont toujours sur leur petite machine, ils règlent tous les problèmes qu'ils avaient à poser, etc. Ils ne sont pas, du coup, déconnectés. À tel point d'ailleurs, ça fonctionne à tel point que ça pénalise l'apprentissage. Car voyez, la tendance que l'on a quand on est un prof, hein, c'est de dire faisons quand même peut-être un peu moins de cours magistral et faisons travailler les gens en groupe. Hein, ça peut être intéressant. Oui, mais ils finissent par confondre le travail de groupe avec du temps libre qu'ils ont pour faire leur travail. Donc vous avez la moitié simplement des gens qui travaillent et les autres qui travaillent, qui font leur formation et les autres qui sont en train de faire leur boulot. Donc ils ne sont pas du tout déconnectés quand ils font ça. Donc, c'est un problème qu'il appartient à l'entreprise de régler, cette question de déconnexion. Et voyez, comme on le disait tout à l'heure, avec les nouvelles technologies, vous avez des entreprises comme Cisco, par exemple, qui vous disent, enfin Cisco, je parle de Cisco aux États-Unis, je ne sais pas comment ça marche en France, mais bon, pour avoir étudié Cisco à San José, bah, ils disent aux gens, c'est formidable, si vous ne voulez pas venir au bureau, venez pas, hein, c'est pas un problème, on s'en fout, hein, vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester chez vous, c'est très bien. Oui, mais alors, ça veut dire que je vous en demande de toute façon autant, si ce n'est plus, mais vous allez le faire chez vous sur un temps que du coup plus personne ne contrôle. Alors que vous soyez connecté ou déconnecté, là personne ne le sait. Voyez, et moi je peux vous dire que vous restez plus connecté que vous n'êtes déconnecté. Sur le rôle des partenaires sociaux, alors moi ce qui me frappe dans le rôle des partenaires sociaux, il faudrait distinguer parmi les partenaires sociaux, bien sûr. Hein, excusez-moi cette banalité. Mais vous avez un certain nombre d'organisations syndicales qui ont été bâties sur les formes traditionnelles du travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, chaque fois que vous attaquez ces formes traditionnelles du travail, vous remettez en cause leur propre mode de fonctionnement à elles. Donc, par définition, elles ne peuvent pas y être favorables. Donc, il y a une opposition d'un certain nombre d'organisations du travail à tout changement qui est en fait une opposition à une menace qui peut peser sur elle. Voilà, on va le dire comme ça. Et puis, enfin, bon, il y a d'autres sujets, je ne veux pas. Bon, c'est des sujets durs. Donc, voilà. Par contre, vous avez des partenaires sociaux, vous savez très bien à qui je fais référence, qui ont compris qu'ils avaient plutôt intérêt à accompagner les changements qu'à s'y opposer de façon extrêmement forte. Le problème que ça nous pose, c'est que plus les organisations syndicales qui s'opposent deviennent faibles, ce qui est le cas aujourd'hui,
et plus elle se radicalise, donc plus elle s'oppose, etc. Donc on est rentré là-dessus sur un cercle vicieux dont on a du mal à sortir. Je termine avec la question de monsieur sur Maslow. Justement, vous voyez, moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous lisez les livres que je conseillais de ne pas lire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est tous des livres qui tournent autour de Maslow. Ils connaissent deux personnes, ces gens-là. Ils connaissent Maslow. Alors, Maslow, c'est les années 30, hein, mais ce n'est pas une raison. Si c'est valable, on ne va pas s'y opposer. Et ils connaissent MacGregor, qui est un psychosociologue des années 60. Voilà. Et ces gens-là ont découvert cette chose-là. Finalement, plus on s'occupe des gens et plus ils sont contents. Quoi. Grosso modo, c'est à peu près ça. Hein, Maslow. Moi, je dis toujours au cadre, Maslow, c'est terrible pour vous, parce que cette théorie des besoins dit que quand vous êtes au bas de l'échelle, vous couvrez les besoins alimentaires, hein, vous nourrissez, vous vêtissez, je sais pas quoi, puis plus vous montez dans la hiérarchie, et moins vous travaillez pour des besoins fondamentaux, et plus vous travaillez pour la réalisation de vous-même. Et alors, je dis toujours au cadre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes d'accord avec Maslow, vous travaillez, vous, qui êtes cadre, vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent, mais vous travaillez pour votre self-achievement. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Alors, les gars, ils me regardent en me disant, mais nous, quoi, grosso modo. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais sans doute que Maslow a été utilisé dans ce sens-là. Mais depuis Maslow, il y a quand même des travaux de sociologie des organisations qui ont été faits, qui ont montré toutes les limites de cette approche. Et notamment, il y a deux concepts qui ont émergé dans la compréhension des organisations que les livres que j'ai cités ignorent totalement, voilà, qui sont les trois concepts de système, de pouvoir, qui est quand même un concept central, et le concept de stratégie. Voilà. On revient aux fondamentaux crozériens. Quand même, excusez-moi, le concept de pouvoir. Stratégie, ouais. Oui, je me permettrai, alors, puisque vous m'attaquez sur mon terrain, monsieur le Président, quand je me réfère au pouvoir, je me réfère d'abord à la définition du politologue américain Robert Dahl. Voilà, et quand je parle de système, je me réfère à von Bertalanffy, qui est quand même celui qui a, etc. Et quand je parle de stratégie, eh bien, je me réfère à Herbert Simon, au Marshall Simon, les organisations. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je me réfère aussi à l'acteur et le système parce que je suis un crozérien orthodoxe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas le seul. Hein. Voilà. Hein. Bien sûr. Mais il a eu des prédécesseurs. Pour être sérieux, est-ce qu'on peut parler de l'ergonomie parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est très à la mode, mais il y a une approche ergonomique qui intègre la sociologie des organisations, ou en tout cas qui prétend lui succéder un peu, avec une place accordée à l'individu dans l'organisation qui est, on va dire, respectueuse de c'est la présentation qui en est faite, en tout cas, qui est respectueuse à la fois des exigences de l'organisation et des... je cherchais le mot, le bien-être, la qualité de vie, des éléments qui sont importants. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que tout à l'heure, quand Gérard Sebaoun évoquait le thème de la qualité de vie au travail, c'est un thème dont le droit va s'emparer très vite. La question du bien-être au travail, le droit européen s'en est emparé déjà. Il y a une législation sur les questions du harcèlement au travail. Et les tribunaux, la Cour de cassation, la Chambre sociale, est allé jusqu'à parler de harcèlement de gestion et de harcèlement managérial. Donc, est-ce que vous ressentez, vous, un certain nombre à la fois de contraintes nouvelles et de réponses nouvelles dont vous pensez qu'elles ne sont pas assez entendues et qu'il serait souhaitable de les... Non, honnêtement, moi, en conclusion, bien sûr. Je comprends très bien sur votre question. Non, ce que je ressens, alors on va appeler, je vais être précis, ce que je ressens, c'est ce qui ressort de mes interviews. Parce que moi, mon travail, je ne suis pas un sociologue dans mon bureau. Moi, je ne peux travailler et écrire que sur la base d'interviews que je fais. Pour donner à l'assistance une idée, l'autre jour on m'a demandé de faire le calcul, j'ai fait, depuis que je fais ce métier, entre 15 000 et 20 000 interviews à peu près. Quoi, voilà.
Dans mes interviews, j'identifie rarement les phénomènes de harcèlement, par exemple, hein. En revanche, il y a une chose que j'identifie très bien, c'est que le fait que le législateur, qu'il soit France national ou européen, s'y intéresse, amène probablement à beaucoup de prudence sur cette question. Je veux dire, à beaucoup de prudence dans le comportement de ceux qui seraient susceptibles voilà, donc il y a quand même un effet, cette fois-ci, de la loi. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose d'un certain point de vue que le harcèlement sexuel. On a vécu toute une période dans laquelle les femmes n'osaient rien dire et où on disait c'est ta faute, grosso modo. Et puis petit à petit, quand même, le législateur a insisté, a reconnu, a ouvert des possibilités aux femmes de s'exprimer. Et du coup, elles s'expriment plus qu'elles ne s'exprimaient avant, même si elles ne s'expriment pas totalement. Eh bien, le phénomène est la même chose, mais Madame Etchegoyen en dirait beaucoup plus que moi sur cette question. Mais quand j'étudie les organisations, je constate cet effet-là de la loi. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette audition. Si vous avez évidemment des documents chiffrés ou qualitatifs à nous communiquer, dont il vous semble qu'il serait important que nous les intégrions, vous pouvez nous les faire passer.